pour cette deuxième session de l'insuffisance cardiaque à travers différents cas cliniques. Et donc, vous l'avez peut-être déjà entendu, un petit changement de programme de dernière minute avec des présentations qui sont interverties, puisque c'est le docteur Pierre Troisfontaine, responsable du centre de l'assurance cardiaque du CHR de la Citadelle, chef de service également de ce service, qui va commencer et nous introduire les enjeux et les limites de la télémédecine et spécifiquement de la télécardiologie. Donc, je vais lui passer la parole, comme ça on va essayer de respecter les horaires et d'enchaîner. Et on devrait probablement accueillir Philippe Bouard plus tard dans la soirée. Pierre, c'est à toi, merci. Merci Arnaud pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux que vous nous avez rejoints malgré ce beau temps. Donc voilà, c'était pour discuter de cas cliniques, mais je vais faire de façon un peu plus large sur la télémédecine et la télécardiologie dans l'insuffisance cardiaque, en parlant des enjeux et des limites actuelles, surtout en Belgique. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, à savoir la société Abbott et la société Novartis pour la logistique et le soutien qui nous ont permis de faire pour cette soirée organisée avec le groupe de travail de l'insuffisance cardiaque. Donc voilà, je vais aborder donc la télémédecine et la télécardiologie. Alors, pourquoi aborder la télémédecine et la télécardiologie? Vous l'avez peut-être constaté ou expérimenté durant cette crise Covid, mais on est face d'une part à un vieillissement de la population, il y a une explosion des maladies chroniques, indépendamment de l'insuffisance cardiaque, mais toutes les autres maladies chroniques sont en augmentation. On a des problèmes de mobilité et d'accessibilité aux soins. Et on l'a vu avec le confinement, certains de nos patients avaient du mal à venir à l'hôpital ou avaient peur de venir à l'hôpital. Et donc, clairement, ça a été une situation dans laquelle la télémédecine a été utilisée. Je pense, on va le voir avec les questions, peut-être parmi vous aussi. Alors, on a donc de plus en plus de patients fragiles avec des comorbidités qui nécessitent des suivis réguliers, des visites de contrôle ou en tout cas une surveillance étroite de leurs paramètres. Et c'est là aussi où on verra quelques exemples. Alors, l'augmentation en besoins de santé, c'est une évidence. Et malheureusement, ce qu'on a constaté, la réduction des lits d'hospitalisation, la pression pour la réduction des durées de séjour sont autant d'éléments qui font que la télémédecine, à travers les différents pays industrialisés, a évolué. Et à côté de ça, la raréfaction de l'offre médicale, aussi bien pour les médecins généralistes que les spécialistes, a été constatée. Alors, les objectifs attendus de la télémédecine, là aussi, sont bien définis, à savoir améliorer la qualité de vie du patient, son devenir, lui éviter des hospitalisations, essayer de rendre le patient acteur de sa santé et le faire agir pour sa prise en charge et rendre les soins donc plus accessibles et plus facilement accessibles donc pour nos patients. Alors, c'est aussi un possible levier pour essayer de réduire cette pénurie médicale et donc éviter des visites inutiles aux urgences, voire en consultation pour les patients, par exemple, appareillés, comme on le verra. Alors, réduire aussi les taux de réadmission à l'hôpital, c'est entre autres un des enjeux et des challenges dans l'insuffisance cardiaque avec la télémédecine. Et là, j'ai repris quelques études qui avaient été intéressantes à ce niveau. Alors, il y a la réduction des coûts liés à la prise en charge des maladies chroniques. Et en effet, si on évite des réhospitalisations, on peut à ce moment-là réduire aussi le coût des maladies chroniques et de l'insuffisance cardiaque. Alors, à côté de ça, c'est permettre une meilleure accessibilité aux soins, mais également dans les zones rurales ou les zones qui ne sont pas facilement couvertes par un hôpital permettant, par exemple, une prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et donc, on va le voir, c'est une série d'enjeux. Alors, pour directement commencer et également faire connaissance avec vous, deux questions très simples, il n'y a pas de piège. Mais donc, la première question, utilisez-vous déjà la télémédecine dans votre pratique actuelle, oui ou non? Donc, je répète, il n'y a pas de piège, c'est juste essayer d'une part de voir avec vous qui êtes connectés, ceux qui à l'heure actuelle utilisent déjà la télémédecine, parce qu'on le verra dans le versant pratique ou les cas cliniques, c'est plus, je vais dire, les enjeux et je vais dire le cadre en Belgique qui va jouer. Donc voilà, je ne sais pas. Alors oui à 31%, donc sachant qu'on a 16 participants, mais donc 31% de personnes participent à la télémédecine. Alors la deuxième question que j'avais préparée, c'est si vous utilisez la télémédecine, sous quelle forme? Téléconsultation, je vais les définir après, téléexpertise, télésuivi ou télémonitoring, ou toutes les formes citées. C'est la deuxième question. Donc là aussi, je fais appel
à l'Assemblée pour voir donc si vous utilisez à l'heure actuelle ces différentes plateformes ou en tout cas les différentes techniques. Alors moi, je vois que je ne peux pas voter, mais voilà, on va le voir. Alors, je ne sais pas si on a les réponses, s'il y a un peu plus de participants. Alors, télésuivi et téléconsultation, très bien. Alors, je vais apprendre à la plupart des personnes qui sont avec nous ce soir que la plupart, vous faites déjà des téléconsultations. Donc, en France, la télémédecine a été bien définie dès les années 2000 avec donc une série de définitions. Il y a un décret donc, qui encadre les pratiques de télémédecine. Et donc, la télémédecine en France, depuis octobre 2010, elle est définie par différents actes. Alors, le plus courant est la téléconsultation, consultation par un médecin. C'est l'exemple tout simple, c'est le patient à qui vous téléphonez, c'est de la téléconsultation. Le patient à qui vous allez donner des informations par rapport à son syntron, pour l'équilibration de son syntron, des résultats d'examen, c'est de la téléconsultation. C'est-à-dire vous établissez un contact avec un patient pour discuter de résultats. Ça s'appelle une téléconsultation et entre autres dans la crise Covid, c'est ce qui a été ouvert. C'est la première application de la télémédecine en Belgique qui a été en tout cas reconnue et entre guillemets financée, vu que les consultations étaient de l'ordre de 20 € par téléconsultation. On en reparlera tout à l'heure. Alors, téléexpertise, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un médecin, par exemple un médecin généraliste, va vous contacter pour demander un avis. Ça s'appelle de la téléexpertise. Et donc, on est déjà, la plupart d'entre nous, et donc des différentes personnes qui sont connectées ce soir, vous êtes déjà en train, en principe, de réaliser aussi bien des téléconsultations que de la téléexpertise. La télésurveillance, et donc j'étais content de voir que pas mal d'entre vous faisaient déjà de la télésurveillance ou télémonitoring, parce que les deux termes sont utilisés. C'est l'analyse et l'interprétation de données qu'on reçoit d'un patient, que ce soit de son pacemaker, que ce soit d'une balance connectée. Et sur base de ces paramètres que nous allons collecter, on va prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle d'une télésurveillance et un télémonitoring. La téléassistance, là, c'est un peu plus particulier. Alors, ça se fait déjà. Ça se fait entre autres dans les situations de conflit et de guerre. C'est entre autres en Irak, quand un chirurgien va prendre la main pour une chirurgie robotisée, pour opérer un patient, un polytrauma sur une zone de guerre. Vous avez un médecin qui se trouve aux États-Unis qui, par téléassistance, va donner une aide à un médecin qui se trouve sur la zone de conflit. Ça, c'est de la téléassistance. Et la régulation médicale, donc ici, c'est les définitions françaises, mais la régulation médicale, c'est le principe du SAMU, c'est-à-dire un médecin qui va organiser les soins dans une situation d'urgence. Voilà le cadre qui définit la télémédecine. Alors en Belgique, nous n'avons pas un cadre comme ça bien défini. Toujours est-il que le plus souvent, on utilise les mêmes critères. Alors donc, on est en 2021. En 2010, donc, la France avait établi un décret. En 2016, il y a un encadrement avec un financement de tout ce qui est la télémédecine. Donc, on est encore très en retard en Belgique, vu qu'en dehors de la crise Covid, il n'y a aucun financement des téléconsultations, de la téléexpertise et des différentes formes. Et donc, c'est le plus souvent sur fonds propres. Et l'autre chose importante, il n'y a pas de cadre médico-légal, comme on le verra tout à l'heure. Alors justement, troisième question, dans le cadre du télésuivi et du télémonitoring, alors certains d'entre vous ont répondu, pour quel type de patients utilisez-vous ces plateformes? Là aussi, une question sans piège. Donc, pour des patients appareillés, porteurs de PES, resynchro, défibrillants, les haltères implantables ou pour des patients non appareillés et donc par exemple les insuffisants cardiaques qu'on peut suivre avec une balance en tensiomètre connecté, des objets connectés comme un tracker ou les deux. Donc voilà la deuxième question. Donc là aussi, je ne sais pas si on a un peu plus de participants, vu qu'il n'y a aucun piège. Plus il y a de participants, mieux c'est. Donc voilà, donc on reste quand même un faible nombre de participants. Toujours est-il, donc 50% utilisent pour le suivi des patients appareillés, donc porteurs de PES, resynchro et défibrillants, et 13% pour les patients avec un suivi, donc ce qu'on va appeler un suivi de patients non appareillés. Donc
je suis heureux de voir aussi qu'il y a 38%, et je fais partie de ceux-là qui utilisent les deux formes. Et donc là aussi, pour bien préciser de quoi on parle, donc pour le télémonitoring des patients appareillés, comme je l'ai dit, ce sont des patients par exemple porteurs de pacemakers, de défibrillateurs ou de capteurs de pression comme le CardioMEMS. Ces données sont envoyées et de plus en plus facilement, soit via une plateforme, vers un serveur sécurisé qui doit se trouver en Europe. Ça, c'est un élément important avec les RGPD. Et de là, ces données sont retransmises vers l'équipe soignante pour interpréter les données et réagir. Ça, c'est le télésuivi des patients appareillés. À côté de ça, vous avez le télésuivi des patients non appareillés, où parfois les deux sont couplés, où vous allez avoir toute une série d'objets connectés qui vont pouvoir être utilisés pour faire un suivi. Et là aussi, de nouveau, les données doivent être protégées, cryptées, gardées dans des serveurs au niveau européen en respectant la RGPD, toute une série de règles. Et à ce moment-là, les données sont retransmises vers le médecin généraliste, vers le cardiologue ou vers parfois des plateformes intermédiaires qui gèrent les alarmes. Et là aussi, on le verra, ça a son importance. Alors, au CHR de la Citadelle, pour donner des exemples cliniques, nous, depuis 2007, on utilise donc des plateformes de télé-suivi de nos patients porteurs de pacemakers resynchronisants et défibrillants. Ça a débuté à l'époque avec Jean Bolland et Pierre Materne. Et donc, on a continué ce partenariat avec les différentes sociétés qui offraient donc une plateforme de qualité permettant de suivre des patients. Et donc, on en suit environ 200 patients par mois. Alors, ça implique environ 2000 lectures par an. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours de la semaine, ça aussi, c'est un élément qu'on a bien déterminé, une de nos infirmières attitrées va regarder les alarmes, va les trier et en fonction des données, va rediscuter avec nos 3 rythmologues pour voir s'il y a lieu, sur base des alertes, de revoir le patient, de modifier des paramètres ou de modifier le traitement médicamenteux. Et donc, ici, vous avez les données, par exemple, qu'on peut collecter ici avec le HeartLogic, mais également, donc, nous travaillons avec Abbott et le système CardioMEMS, comme on le verra tout à l'heure. Alors, les intérêts de la télémédecine et du télésuivi des patients appareillés a déjà été démontré. Elle fait partie aussi des recommandations, aussi bien de la Société européenne de cardiologie et de l'ERA qu'au niveau des différentes instances. Malheureusement, de nouveau, en Belgique, aucun financement et aucun encadrement. Toujours est-il que la plupart des hôpitaux l'utilisent. Pourquoi? Parce que c'est un gain de temps pour le patient et pour les centres, c'est-à-dire éviter de faire revenir un patient si on n'a pas de modification et s'il n'y a pas d'éléments, et donc on peut espacer les visites entre les contrôles pour les patients. D'autre part, détection de problèmes techniques, c'est un problème soit d'impédance de batterie qui chute plus rapidement que prévu, un problème de sonde, et donc là aussi, on peut anticiper une déstabilisation ou un problème de fin de vie prématurée du pacemaker. Et comme vous le savez, parfois il y a des rappels et des problèmes techniques pour lesquels les sociétés demandent de plus en plus qu'on utilise la télémédecine et le télémonitoring pour suivre les patients quand il y a une alerte sur un dispositif. Alors, l'autre élément important, et entre autres dans l'insuffisance cardiaque et chez les patients porteurs de PES resynchro et de pacemaker défibrillant, c'est la détection précoce de la fibrillation auriculaire, parce que c'est une des comorbidités dans l'insuffisance cardiaque, et donc une détection précoce de l'AFA permettra d'une part de mettre en route une anticoagulation, mais également d'assurer un contrôle de cette FA pour éviter de perdre, par exemple, chez un patient resynchronisant, l'efficience de sa resynchronisation. Donc là aussi, ça a son importance. Et si le patient a un choc, l'interrogation à distance permet éventuellement de rassurer le patient, de lui dire que le choc était inapproprié et dans ce cas-là, de le faire revenir pour modifier les paramètres ou de lui dire le choc était approprié et là on revoit le traitement, on réévalue. Voilà un peu une série d'utilisations du télémonitoring des patients appareillés et également l'impédance thoracique développée par différentes sociétés et qui permet dans certains cas d'évaluer la phase congestive potentielle d'un patient, sachant qu'il y a des limites avec le système Optivol
de Medtronic, à savoir que si le patient a une bronchopneumonie, vous pouvez avoir une chute de l'impédance thoracique qui n'est pas liée à une congestion, mais à cette bronchopneumonie. Donc, ce sont des éléments à intégrer. Ça, c'était pour les patients appareillés. Concernant l'utilisation de la télémédecine et du suivi des patients non appareillés, comme je vais dire, il y a toute une série de capteurs et de paramètres que nous pouvons utiliser, aussi bien des mesures de pression artérielle, fréquence cardiaque, le saturomètre. Et ici, dans la crise Covid, la plupart d'entre nous et les médecins généralistes l'ont utilisé, et donc on fait de la télémédecine. La surveillance du poids, on peut même envisager avec des point of care la surveillance du NT-proBNP. Ça se fait dans certaines études, comme je le montrerai tout à l'heure. Et puis avec des systèmes invasifs comme le CardioMEMS, on peut mesurer les pressions dans l'artère pulmonaire et suivre à ce moment-là l'état hémodynamique du patient et optimaliser celui-ci pour éviter des déstabilisations. Comme je l'ai dit, il y a également l'impédance thoracique. Alors, comme vous voyez, ça fait déjà toute une série de paramètres. Plus il y a de paramètres, plus ça implique un temps pour le suivi de ces différents paramètres. Donc, c'est un élément à prendre en charge. Alors, vu le timing, je ne vais pas m'étendre sur les études, juste insister sur le fait que ça fait plus de 20 ans que dans l'insuffisance cardiaque, des études de télésuivi, de télémonitoring ont été faites. Et donc, si vous faites une recherche PubMed, je l'ai refait ce week-end pour voir. On était à 400 il y a environ 5 ans sur le nombre de publications télémonitoring insuffisance cardiaque. On est maintenant à 558 avec une centaine de reviews de la littérature. Concernant les études télémédecine et insuffisance cardiaque, on est à 1200 études. On était à 800 il y a environ 5 ans. Donc là aussi, il y a un boom. Alors, je ne vais pas les passer tout en revue. C'est juste à insister parce que souvent, quand on parle de télémédecine, les gens reprennent ces grandes études qui étaient l'étude 10HMS et TeamHF, qui était la première, et TeleHF, qui sont des études déjà anciennes et comme vous le voyez, qui n'avaient pas montré d'effets bénéfiques de la télémédecine pour les patients insuffisants cardiaques. Ce sont des études anciennes. La seule étude ancienne qui avait marqué de façon importante une différence, c'était l'étude Champion avec le CardioMEMS, comme on le verra. Alors, pourquoi toutes ces études, à l'époque, n'ont pas été prépondérantes en dehors de l'étude Champion avec le CardioMEMS? Parce que la définition du télémonitoring et du télésuivi à l'époque était variable et fort variable d'une époque, d'une étude à l'autre, que le type de dispositif et de paramètres suivis variaient également de façon importante et les actions qu'allait entreprendre l'équipe médicale qui devait regarder les alertes faisaient qu'il y avait une implication qui était très variable aussi d'une étude à l'autre et également la méthodologie et le type de patient inclus. Si vous incluez des patients pas très malades, ces patients ne vont pas avoir beaucoup d'alertes et donc en termes d'efficience, vous allez perdre tout bénéfice. Et si les patients sont beaucoup trop malades, en stade 4, ben là, vous risquez d'avoir des alertes en permanence et la télémédecine ne permettra de ne pas faire de choix. Et alors aussi, dans toutes ces études, on avait des critères et des endpoints très variables aussi d'une étude à l'autre. Ce qui peut expliquer, pour ceux qui veulent refaire toute la littérature, ces résultats contradictoires dans les études. Alors, pour donner des exemples concrets, j'ai repris ici quelques études réalisées en Belgique et à laquelle nous avons eu la chance de participer, dont celle ici de Paul Dendal qui a été faite donc déjà en 2008-2009. Système simple, c'était des insuffisants cardiaques, c'était dans 7 centres belges. Les patients avaient une balance et un tensiomètre qui n'étaient pas directement connectés. On avait donc ces données qui étaient collectées via leur GSM, envoyées vers un serveur et puis dispatchées. Et on recevait ces données dans un dashboard que nous pouvions regarder. Et donc, c'était des études réalisées avec des cliniques de l'insuffisance cardiaque, avec donc des infirmières spécialisées. Et on avait pu démontrer avec ce follow-up que dans le groupe des patients équipés de télésuivi avec ces balances et ces tensiomètres connectés, on arrivait à avoir un effet bénéfique sur la mortalité et sur le nombre et la durée des hospitalisations. Et donc, c'était la première fois en Belgique, et donc Paul avait fait une publication dans le European Heart Journal qu'on démontrait un effet bénéfique en Belgique d'un protocole de télémédecine. Alors, toutes les études ne sont pas aussi performantes. En 2016, on a réalisé avec le CHU une étude en partenariat avec un partenaire qui était le groupe IPA, AXA Assurance, qui voulait essayer de se faire une place dans le domaine de la télémédecine et du suivi des patients avec des comorbidités. Le principe était intéressant, c'était renforcer la collaboration avec la première ligne, autonomiser le patient qui avait via une plateforme et donc une tablette la possibilité de surveiller ses paramètres et améliorer la qualité de vie des patients. Cette étude s'intégrait dans l'appel à projet de Maggie De Block, donc e-Health,
Et on devait donc inclure 50 patients pendant 6 mois en 2017, après avoir fait une étude pilote qui s'était bien passée. Alors, c'était séduisant à savoir que donc, tout patient recevait un saturomètre, un tensiomètre, une balance connectée et même un tracker d'activité. Les données étaient envoyées via, en principe, notre plateforme via la tablette du patient, et ces données devaient dans un premier temps être analysées par une société qui réalisait et qui s'assurait qu'on n'était pas face à des fausses alertes et qui devait seulement interpeller le corps médical, la première ligne et les spécialistes si les alertes étaient avérées. Et malheureusement, cette étude, on a dû l'interrompre pour une série de raisons, à savoir que la gestion par le call center d'IPA était catastrophique, à savoir que les données étaient des transcriptions manuelles, ils avaient des problèmes de synchronisation entre les différents outils connectés qu'ils avaient choisis, on nous donnait des fausses alertes, de même aux médecins généralistes, ce qui a entraîné une charge de travail excessive, raison pour laquelle nos deux directions et les deux équipes médicales ont décidé de stopper cette étude. Alors, c'était une étude donc à l'initiative de l'INAMI, raison pour laquelle nous avons fait un rapport où nous avons insisté sur le fait qu'il était impératif d'avoir des capteurs et des devices de qualité, l'importance et le sérieux du fournisseur et du partenaire, dans ce cas-ci IPA qui n'avait pas répondu à ses attentes et ses obligations, et l'importance d'avoir une ergonomie dans le choix des alertes et la qualité de celles-ci. Toujours est-il, ça c'est un exemple d'un échec en 2017. Heureusement, il y a d'autres choses qui fonctionnent bien, et par exemple le CardioMEMS. Donc le CardioMEMS, c'est ce petit capteur de pression qui est mis dans une branche d'artère pulmonaire et qui va permettre au quotidien, on demande aux patients de se coucher sur un oreiller, de prendre ces mesures, et donc des mesures qui vont être faites ici au niveau de ce capteur qui se trouve donc sur une membrane en silicone, et ces variations de la membrane vont permettre de mesurer les pressions. Sur base de ces pressions, on peut donc anticiper l'état hémodynamique du patient et l'état de congestion pour adapter ces diurétiques. Le concept est le suivant, c'est que quand on surveille le poids, les symptômes de prise de poids, la pression artérielle et la fréquence cardiaque, on se trouve environ une semaine avant une déstabilisation. Si on utilise des capteurs de pression et qu'on mesure les pressions de façon plus invasive, on anticipe une déstabilisation et on se trouve plutôt à 3 semaines. Ça, c'est en théorie, c'est ce que écrivait en 2009 Adamson, et qui était démontré donc dans l'étude Champion que j'ai résumé ici, à savoir que dans cette étude, sur 550 patients insuffisants cardiaques sévères qui étaient en classe 3, on notait une réduction de 37% des hospitalisations et du critère combiné hospi-mortalité de façon significative. Alors ça, c'était la première publication, donc faite en 2011. Une analyse plus poussée a montré qu'au-delà de cette première période de 6 mois, on trouvait toujours le même bénéfice. Et l'autre élément important, c'est qu'en termes d'économie sur la sécurité sociale, malgré le prix du CardioMEMS, il y avait une économie en évitant ces hospitalisations. Raison pour laquelle le CardioMEMS a été repris dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie dès 2016, avec une recommandation de classe 2B sur base, entre autres, de l'étude Champion. Et vous voyez qu'ici, dans les recommandations, sont bien repris l'importance du télésuivi. Donc, à la Citadelle, nous avons eu la chance d'implanter un premier CardioMEMS en 2018. Désormais, nous en avons implanté 11. Ce patient était un patient qui avait eu 3 épisodes d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque congestive, avec entre autres un arrêt cardiaque sur une arythmie maligne. C'est un patient qui est par ailleurs porteur d'un pacemaker défibrillant. C'est un patient qui était très actif avant, et donc on s'est dit qu'on devait lui donner toutes ses chances. Et donc il a été appareillé, et ce patient depuis 2018, n'a plus été hospitalisé, refait du vélo et a gardé donc une autonomie parfaite avec un suivi. Alors, en termes de suivi, c'est quoi? Tous les jours, nous recevons, et l'infirmière reçoit donc un dashboard avec les données sur ces paramètres, aussi bien la fréquence que les pressions. Et sur base de ça, on peut adapter. Alors, à la différence des mesures de pression artérielle et de fréquence cardiaque, étant donné que le CardioMEMS, on est à 3 semaines d'une déstabilisation, on a le temps de regarder la tendance et on ne doit pas donc réagir dans la minute à une déstabilisation. Et donc, en tout cas, ça nous a permis de suivre de façon optimale les patients. Alors, ça permet également de détecter la fibrillation parce que le CardioMEMS permet d'avoir des informations sur la fréquence cardiaque et donc on peut surveiller. Et donc, désormais, notre infirmière, tous les jours,
reçoit donc ce dashboard. Elle se connecte sur un serveur sécurisé avec ces données permettant de suivre les courbes des patients, c'est-à-dire comme ce cas-ci, vous avez parfois une courbe qui est de moins bonne qualité et donc on ne doit pas se fier juste à une valeur, on doit analyser aussi la courbe par rapport à une courbe comme ceci qui est beaucoup plus correcte et qui permet donc de surveiller. Donc à l'heure actuelle, on a donc implanté 11 CardioMEMS, 10 sont toujours actifs. Malheureusement, un patient est décédé d'un lymphome et donc malheureusement son CardioMEMS s'est terminé. L'âge moyen est de 70 ans avec un patient plus jeune de 53 ans. On participe actuellement à l'étude COAST. Voilà, ça c'était pour parler du CardioMEMS. Vu le timing, je vais essayer de le respecter, sinon on va encore me dire que j'ai été trop long. J'ai encore 2-3 dias. Donc d'une part, sur les applications, ça aussi c'est important parce qu'il y a de plus en plus d'applications et donc vous allez être confronté à des patients qui vont vous dire « Ah, j'ai des données, est-ce que je peux vous les envoyer ?» Et là, comme je vais vous le montrer, il y a une importance, c'est que dès le moment où vous acceptez de recevoir des données d'un patient, vous êtes, entre guillemets, directement lié au fait que vous avez accepté ce partage de données. Donc, si le patient a de la fibrillation, vous devez agir. Et si vous ne le faites pas, ben, malheureusement, en tant que professionnel de la santé, vous avez une responsabilité médico-légale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un groupe d'avocats. Et aux États-Unis, il y a encore eu un procès récemment. Alors, le futur, c'est peut-être ça. C'est une autre application avec laquelle on participe. On a commencé pendant la crise Covid. Et donc, ce sont via une application connectée et des objets connectés de suivre des patients. Et donc, on nous a proposé d'utiliser cette application qui a été développée par une spin-off de l'ULG. Et désormais, on a 25 patients suivis comme ça par télé-monitoring, permettant d'avoir aussi bien des données sur le poids, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la saturation. Et le patient a également, et ce qui était important, tout un portfolio éducatif. Donc, on renforce l'éducation du patient. Le patient a ses données, donc par rapport à l'implication du patient dans sa prise en charge, c'est important. Et l'autre chose importante, c'est que dans ce dashboard qui nous permet de suivre ces paramètres au quotidien, ben, nous avons la possibilité d'établir des connexions et des téléconsultations sécurisées permettant à ce moment-là d'interagir avec le patient. Et donc, raison pour laquelle, pendant la crise Covid, c'était particulièrement utile. Donc ça, c'était un autre exemple que je voulais donner. Alors, dans les études importantes qui ont été publiées, il y a l'étude TeamMate-Chef2 que je ne peux pas passer sans l'évoquer, qui est l'étude réalisée par le professeur Köhler de la Charité à Berlin avec 1538 patients. C'est peut-être l'exemple type de la solution de télésurveillance des patients insuffisants cardiaques, parce que c'est une des études qui a montré une réduction significative avec des traitements optimaux tels que repris dans les recommandations, de 30% donc de la mortalité, mais également des hospitalisations. Maintenant, cette technique a un coût, à savoir que c'est une solution informatique à la Charité à Berlin, où on collecte toute une série de paramètres, le poids, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, un score sur la symptomatologie du patient. Et alors, il y a une structure de télémédecine qui est connectée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec donc des équipes qui sont en permanence là pour regarder et analyser les données, en utilisant également des algorithmes, et en fonction des alarmes et des algorithmes, on réagit. Ce système tel que décrit a donc fonctionné, mais il a un coût. C'est-à-dire, indépendamment des devices, indépendamment de tout ce qu'on doit permettre et offrir aux patients, ben c'est 5 à 7 euros par patient et par jour. Et donc, vous faites le calcul, dans l'étude TeamMate-Chef2, c'était 1538 patients inclus. Cette étude-là a été réalisée avec les mutualités et les groupes d'assurance dans certains Länder. En tout cas, ça a fonctionné en Allemagne. C'est peut-être une solution, mais elle a un coût et il faut que nos autorités l'acceptent. Alors, le rêve, c'est peut-être un système intégré, c'est-à-dire vous avez tous les capteurs, les trackers d'activité des patients. C'est des point of care avec des informations qu'on collecte. Toutes ces données sont collectées via un serveur. Un système va analyser ces données et vous ne recevez que les alarmes. Tout ça, c'est, entre guillemets, des propositions peut-être dans le futur, mais qui ont un coût non négligeable. Alors, je terminais avec 2 questions, je vous rassure, et désolé pour avoir été un peu trop long, comme d'habitude. Une des questions pour votre pratique de télémédecine, vu que nous sommes un peu plus nombreux maintenant à cette heure-ci, est-ce que vous utilisez des plateformes comme WhatsApp et Skype? C'est une question anodine, de nouveau, il n'y a pas de piège. Donc voilà, si vous savez répondre, ça m'intéresserait. Je ne sais pas en régie si on a des réponses.
Alors voilà, donc quand même 41% utilisent Skype et WhatsApp. Alors j'insiste sur le fait que quand vous utilisez ces plateformes-là, vous êtes malheureusement dans l'illégalité au niveau européen et au niveau de la RGPD, où vous exposez à des risques de poursuites non négligeables parce que ces plateformes ne sont pas sécurisées et ne sont pas prévues pour une téléconsultation et un suivi avec des patients. Et dès le moment où on se connecte, où on échange avec un patient via WhatsApp ou une messagerie, ces données partent sur des serveurs américains, entre autres via Facebook, et donc n'appartiennent plus ni aux patients ni à vous, et donc sont sont en tout cas reprises par des sociétés comme Apple, comme Facebook, comme Google. Et donc là, vous êtes malheureusement en infraction par rapport aux lois européennes. Et donc ça, c'est un élément important. L'autre élément, est-ce que, voilà, deuxième et dernière question, dans le cadre des activités de télémédecine, faites-vous signer un informed consent, aussi bien pour le télésuivi que pour les téléconsultations, tel qu'on l'a vu pour les patients insuffisants cardiaques. Donc là aussi, c'est une question il n'y a pas de piège, donc n'hésitez pas. L'objectif est de vous montrer après la situation, en tout cas en Belgique. Voilà, je ne sais pas si en régie on a eu des réponses. Alors oui, donc très bien. Donc les 41% qui utilisent un informed consent, c'est très bien parce que vous vous protégez. Pour les autres, je vous invite à rapidement rediscuter de ce point-là avec la direction de votre hôpital et avec l'assurance de l'hôpital et le responsable juridique, parce qu'il est impératif d'encadrer toute pratique de télémédecine, même s'il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas de loi à l'heure actuelle qui encadre cette pratique en Belgique. Le problème, c'est que la jurisprudence et donc des cas de jurisprudence font actuellement office de loi. Et donc, malheureusement, dans les différents cas de jurisprudence qui ont déjà été faits en Belgique, le plus souvent, c'est quand même le médecin qui a été condamné. Pour donner un exemple, un patient est porteur d'un pacemaker défibrillant. Le vendredi soir, l'hôpital reçoit une alerte pour une tachycardie ventriculaire. Le week-end, le patient fait fibrile et malheureusement, le médecin n'avait pas réagi le vendredi soir. La famille a attaqué le médecin et l'hôpital en disant qu'ils avaient reçu une alerte le vendredi, qu'ils auraient dû réagir. Et donc, il est important d'encadrer toute pratique de télémédecine en mettant justement un informed consent, en expliquant que le système n'est pas un service d'urgence, qu'il est là pour offrir un service et que ce service que vous offrez, c'est dans le cadre éventuellement d'un projet de recherche ou dans le cadre d'une aide, mais qu'il n'est pas lié contractuellement et que donc vous devez vraiment encadrer ce que vous faites avec la télémédecine, avec les données que vous collectez, avec les données que vous recevez. Donc, si le patient vous envoie via FibriCheck ses relevés de possibles fibrillations auriculaires, c'est la même chose. Aux États-Unis, par une Apple Watch, un patient envoyait chaque semaine à son généraliste les relevés de son Apple Watch avec les tracés. Le patient a fait un AVC, le médecin recevait ça, les classait dans le dossier, mais ne regardait pas les tracés, le médecin a été condamné. Alors, c'est aux États-Unis, mais malheureusement, pour avoir discuté avec des cabinets d'avocats, cette situation évolue en Belgique. Et donc, je ne peux que vous conseiller d'une part, faire un informed consent, d'autre part, bien encadrer l'utilisation que vous faites. Et donc, nous, au niveau du groupe de travail de l'insuffisance cardiaque, et de différents groupes avec le BERA, on essaye qu'au niveau des autorités belges, justement, ces éléments soient rapidement légiférés et encadrés, parce que sinon, nous trouvons dans le Far West avec des risques non négligeables pour nous. Or, la responsabilité professionnelle, aussi bien du médecin, mais que des infirmières qui regardent les alertes, se trouve là, c'est l'interprétation des données, le temps de réaction par rapport aux alertes, la sauvegarde et la confidentialité avec la RGPD, et puis, quand vous avez une défaillance technique, qui est responsable. Et donc, tout ça doit être encadré et repris. Et donc, à l'heure actuelle en Belgique, et je terminerai par là, la télémédecine, il y a des limites importantes, c'est son coût et son financement, donc l'absence de cadre légal, l'importance des paramètres qu'on va utiliser, les problèmes liés à la sécurité des données et à la protection des données et le choix des capteurs. Et donc, comme je le disais précédemment, pour moi, la télécardiologie en Belgique sera une opportunité, entre autres dans l'insuffisance cardiaque, mais si et seulement s'il y a des préalables que les autorités doivent faire, à savoir un financement, un cadre légal, une identification précise des patients qui peuvent en bénéficier et déterminer les paramètres qui seront utiles pour le suivi et mettre en place la structure pour suivre ces paramètres et développer après des algorithmes avec l'intelligence artificielle pour optimaliser ça.
Enfin, pour moi, la télécardiologie ne peut fonctionner qu'avec une approche pluridisciplinaire, comme dans le cadre des cliniques de l'insuffisance cardiaque. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis navré d'avoir été un peu plus long. Je suis à votre disposition pour les questions. J'ai vu que dans le chat, il y en avait déjà une. Donc, Oui, voilà. merci Pierre. C'est un exposé complet qui évidemment répond déjà à beaucoup de questions. Nous avons une question sur le remboursement du CardioMEMS actuellement en Belgique. Est-ce que tu peux donner des précisions à ce niveau-là? Oui, alors c'est une très bonne question, à savoir qu'à l'heure actuelle en Belgique, il n'y a pas de financement. Et donc, dans le cadre des 11 CardioMEMS que nous avons mis au CHR, c'est sur notre fonds de recherche et le soutien de notre institution, étant donné que notre implication dans les projets de télémédecine, que nous avons pu, avec le soutien de Grant, permettre et offrir ce dispositif à une série de patients. Il y a un dossier qui est sur la table des autorités pour justement que le CardioMEMS et éventuellement d'autres systèmes de télémédecine soient enfin justement remboursés et financés. Mais à l'heure actuelle, ces dossiers sont toujours sur la table. La crise Covid n'a rien arrangé, mais donc on devrait un jour obtenir peut-être un financement et un remboursement, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc ça, c'est un élément important. Donc nous, on a 11 patients qui ont bénéficié d'un CardioMEMS. Pour donner un exemple, l'équipe de Wilfried Mullens à Genk, je pense, on a mis 20 à 25 sur le même principe, c'est-à-dire sur leur fonds de recherche et sur un financement institutionnel.